Des incendies incontrôlables en Italie. Avant l'arrivée de la tempête Ciaran prévue demain soir sur le quart nord-ouest. En Tunisie, des villages calcinés. Pour la deuxième année consécutive, les températures étaient donc particulièrement douces ce 1er janvier. Alors évidemment, c'est plutôt agréable. Tout de suite, nous partons en Charente-Maritime, où la ville de Saintes est l'une des plus touchées par les inondations. Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Des canicules qui durent. 43 degrés depuis un mois à Phoenix, dans le sud du pays. Tous aux abris face à l'arrivée du typhon Normadol et ses rafales de vent allant jusqu'à 270 km/h. Ils font de plus en plus souvent la une de l'actualité, sont de plus en plus forts et touchent la planète tout entière. Sécheresse extrême, températures records, méga incendies, super tempêtes, inondations historiques. Ces phénomènes, accompagnés d'une myriade de superlatifs, ils sont la conséquence d'une chose. Du dérèglement climatique. Comment agir contre le réchauffement climatique ? Votre dossier du jour à présent, il est consacré au dérèglement climatique. Cet été, la planète brûle. L'ère du réchauffement climatique est révolue. L'ère du bouillonnement climatique commence. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est vraiment et comment ça marche ? C'est ce que nous allons voir dans ce 5e épisode de Pastille verte, le podcast pour mettre du climat dans vos sujets. Je suis Louise Régent, je suis journaliste, ni scientifique, ni spécialement calée sur ces questions-là. Alors pour vous en parler, je suis allée rencontrer des confrères et consoeurs dont c'est la spécialité. Épisode 5, les grands phénomènes du dérèglement climatique. Alors déjà, on dit quoi ? Le réchauffement climatique ? Beaucoup de journalistes disent le ou les dérèglements climatiques. Ben non. Cette voix, vous l'avez déjà entendue. Je suis pas d'accord. C'est celle de Sylvestre Huet, journaliste scientifique, spécialiste des questions climatiques, auteur d'une demi-douzaine de livres sur le sujet. Parce que si vous regardez dans l'histoire des 30 dernières années, qui a commencé à utiliser le terme dérèglement climatique, vous vous rendrez compte que c'est les climato-sceptiques. Ça ne veut pas dire qu'en soi, le mot est mauvais. Ça veut dire qu'il faut s'en méfier, parce qu'il a une origine bien particulière. Et cette origine, c'était de contredire le global warming, donc le réchauffement, en disant oui, évidemment, on ne peut pas contester qu'il se passe des choses, mais c'est un dérèglement qu'on ne comprend pas. Alors que le terme réchauffement climatique a une qualité, c'est que réchauffement climatique, ça explique la cause fondamentale du changement. Le réchauffement climatique, donc. Pour le comprendre, il faut faire un peu de physique du climat. Sarah Sermonde-Dadaz est journaliste scientifique, chef de rubrique environnement et énergie à The-Conversation France. On parle de bilan radiatif de la Terre. Ça veut dire que la Terre va absorber plus d'énergie du Soleil qu'elle n'en réémet, elle n'en réfléchit vers l'espace. Et c'est ça le concept central du réchauffement climatique, c'est que les gaz à effet de serre, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont absorber énormément la chaleur et moins la restituer. En tout cas, ça ne va pas être émis en dehors de l'atmosphère. En tout cas, ce qui va être émis, ça va être nettement inférieur. Donc, les climatologues, ils parlent de forçage radiatif. Forçage parce que du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'énergie qui reste dans l'atmosphère qui n'en est réémise vers l'espace. Il faut avoir en tête que l'effet de serre a toujours existé. Mais depuis l'industrialisation, rien ne va plus. Là où nous, on détraque complètement la mécanique, c'est qu'on vient brûler des combustibles fossiles enfouis sous terre et on vient relâcher du CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère de manière beaucoup trop grande pour que tous ces cycles planétaires du CO2 puissent complètement assumer cet excédent et le stocker. C'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Les océans, les forêts, qui stockent naturellement le CO2. Ça, c'est un truc qui explique et qui permet de comprendre comment déjà on détraque le cycle du CO2. Et ça permet aussi de contrer certains arguments climato-sceptiques auxquels vous serez peut-être confrontés dans votre carrière. On va vous dire, ce carbone atmosphérique, il est tout petit par rapport au carbone qui est absorbé par les océans chaque année ou par les forêts chaque année. Et oui, c'est petit, mais c'est pas parce que c'est petit que ça peut pas juste complètement détraquer la mécanique, parce que c'est vraiment une histoire de bilan en fait. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort ? Ainsi, depuis 1850, date des premiers relevés officiels, fiables et surtout permettant de créer une série cohérente, la température terrestre a augmenté d'environ
1,2 degrés. 90% de l'énergie supplémentaire qu'on a conservée sur Terre depuis un petit siècle est allée réchauffer les océans. Et il les réchauffe de plus en plus profond. Il y a quelques pourcents qui a été consommé par la fonte des glaces. Il y a 1 seul % qui se traduit par l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. C'est ce pourcent que l'on mesure sous l'indicateur température moyenne planétaire. Alors, vous vous dites peut-être qu'une augmentation de 1,2 degré en l'espace d'un siècle, c'est faible, qu'il n'y ait pas de quoi fouetter un chat. Eh bien, non. C'est un changement extrêmement rapide, puisque si on prend par exemple les 2000 dernières années, les fluctuations de cet indicateur n'ont jamais dépassé 0,2, 0,3 degrés C. Et pour l'instant, la courbe n'est pas partie pour s'inverser, selon le Haut Conseil pour le climat. Un réchauffement de 2 degrés à l'horizon 2030 est pratiquement inévitable en France. Si on résume, plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une température terrestre qui ne cesse d'augmenter, et ça, c'est la source de beaucoup de problèmes. La mécanique, elle est assez claire, c'est que quand on augmente la température, en fait, on augmente la quantité d'eau que l'atmosphère peut stocker. Donc forcément, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de pluie et que tout va être plus fort. Notamment depuis, je dirais 2018, où quasiment chaque année, on a des extrémas climatiques qui sont battus. C'est quand même des catastrophes. Donc évidemment, il y a les canicules. Les canicules qui engendrent bien sûr d'intenses sécheresses. Dans les années à venir, tout le tour de la Méditerranée sera touché régulièrement par ce type de phénomène, selon Sylvestre Huet. Tout comme l'ensemble de l'Amazonie, l'ouest des États-Unis, l'extrême sud-ouest de l'Afrique. Par exemple, on peut se dire que si on continue comme ça, en l'espace d'un siècle, une bonne partie de l'Amazonie ne sera plus une forêt dense, mais une savane arborée. Évidemment, les conséquences en termes de production agricole sont majeures. Il y a beaucoup d'endroits dans les zones tropicales où les plantes cultivées vont atteindre leur limite de tolérance thermique. Les zones de mousson vont évoluer, on ne sait pas très bien comment, mais ça pourrait être défavorable à la production agricole. Alors les optimistes diront oui, mais on pourra cultiver le blé plus au nord, en Sibérie et au Canada. Oui, mais on s'en fout un peu parce que ce qu'il faut, c'est nourrir les Africains et les Latino-Américains et l'Asie. Autre conséquence de la hausse des températures. Les feux de forêt, parce que les feux de forêt, forcément, c'est quoi les ingrédients d'un feu de forêt? C'est qu'il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait du vent et il faut qu'il y ait une étincelle, et puis ça c'est assez facile à faire quand on a des humains qui font des activités humaines pas très loin. Des feux qui risquent d'être de plus en plus étendus, notamment dans les zones boréales, en Sibérie, au Canada, à cause, là aussi, d'épisodes de sécheresse. Ces épisodes de sécheresse d'ailleurs ont des conséquences en termes de parasites qui attaquent les arbres, qui les fragilisent, donc ça fait beaucoup de bois mort. Et du coup, quand il y a un incendie qui se déclare, il n'y a pas plus d'incendies qu'avant qui se déclarent, mais quand il y a un incendie qui se déclare, la zone affectée dans ces régions peut prendre des dimensions beaucoup plus importantes qu'auparavant. Si les événements climatiques extrêmes, c'est ce qui représente le plus de risques pour l'homme, ce n'est pas la seule conséquence du réchauffement global de la Terre. Le niveau marin mondial monte, d'abord parce que la cryosphère fond, les glaciers de montagne et les calottes polaires fondent, et l'océan se dilate, parce que l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. Okay, dans votre baignoire, ça ne se voit pas, mais à l'échelle de l'océan Atlantique ou du Pacifique, ça se voit. Le niveau marin monte de plus en plus vite par rapport au début du XXe siècle. À l'horizon 2100, on pourrait ainsi avoir une augmentation du niveau marin d'1 mètre par rapport à il y a 50 ans. Or, il y a entre 200 et 400 millions de personnes qui aujourd'hui sur Terre vivent sur des territoires qui seront impactés au moins une fois par an par cette montée, et des dizaines de millions de personnes qui vont tout simplement voir le territoire où ils vivent et qu'ils cultivent, notamment dans les estuaires des grands fleuves, disparaître toute l'année sous le niveau marin, sans compter les terres alentours qui seront salinisées très fortement. Autre effet du réchauffement climatique, l'extension des zones tropicales, vers le nord, dans l'hémisphère nord, vers le sud, dans l'hémisphère sud. Conséquence pratique,
Par exemple, le moustique tigre a envahi la France. Les sols perpétuellement gelés, le permafrost en anglais, pergélisol en français, vont dégeler. Ça va dégager du CO2 qui va accélérer le problème, mais aussi des virus et des bactéries qui étaient gelés depuis très longtemps et qui vont peut-être nous causer des problèmes. Vous l'aurez compris, la liste des conséquences est longue. Il faut noter que l'étude des effets du réchauffement climatique a modifié également l'approche de la météorologie. Et du coup, on a une nouvelle science qui est celle de l'attribution climatique. On va juste prendre une catastrophe qui s'est passée il y a peu de temps avant, et on va essayer de voir quelle est la part jouée par le réchauffement climatique dans cette catastrophe. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un ouragan quelque part, on va calculer, des climatologues ont calculé quelle était la probabilité de l'événement de se produire en l'absence de réchauffement climatique? Quelle est la probabilité actuelle? On parle de crue décennale ou centennale, c'est-à-dire qu'on a une idée de la fréquence à laquelle ces événements peuvent se passer. Et on se rend compte que là, sous le nouveau régime climatique, ces événements-là deviennent beaucoup plus fréquents. Et c'est assez impressionnant. Et je pense que vous tomberez probablement sur ce type de calcul dans votre carrière. Alors, la question que vous vous posez peut-être, en tout cas moi je me la pose, c'est va-t-on pouvoir s'en sortir ? Y a-t-il une possibilité que la tendance s'inverse ? Ce qui est évident, c'est qu'il y a une partie de ce changement climatique qui est inéluctable pour des raisons physiques d'abord. C'est que le CO2 qu'on a injecté dans l'atmosphère, en moyenne, il y reste 1 siècle. Donc on ne sait pas l'enlever, il est toujours là et il produit son effet réchauffant. Et d'autre part, les systèmes techniques humains ont aussi une certaine inertie. On ne change pas un réseau de transport, un mode de production d'électricité, une urbanisation d'un mois à l'autre, ni même d'une décennie à l'autre. C'est beaucoup plus long. Et donc, les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre des structures industrielles, de transport, d'urbanisme, de production d'électricité qui sont actuellement sur la Terre ne peuvent pas disparaître en 5, 10, 15 ans. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que l'objectif des 1,5 degrés dont on a beaucoup parlé à la COP15 de Paris, de toute manière, il était inatteignable. Il faut une rupture historique dans notre consommation des énergies fossiles, avec une baisse de l'ordre de 5% par an tous les ans, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire la baisse qui est survenue en 2020, l'année de la Covid, quand on a arrêté le tourisme international, plein d'usines, plein de voitures, et qu'on a mis au chômage des centaines de millions de personnes. Et il faudrait faire ça tous les ans pour arriver à tenir le réchauffement sous les 2 degrés C. Donc tout ce que je viens de vous dire en termes de conséquences, c'est au futur, c'est pas un conditionnel. Le vrai enjeu de l'action pour limiter le changement climatique, c'est est-ce qu'on va être capable de ne pas dépasser 2 degrés C de réchauffement, et si oui, de combien ? Les politiques actuelles conduites par les pays et par les producteurs, les consommateurs, nous conduisent plutôt à 3, 3,5. Donc ça indique l'ampleur du problème posé et l'ampleur de la rupture historique qu'il faut parvenir à réaliser sur les émissions futures. Bon, sachez qu'il y a encore de bonnes nouvelles quand même. En 2023, la déforestation de la forêt amazonienne a beaucoup chuté, moins 33% entre janvier et juin par rapport à la même période l'an passé. La France a décidé d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes. Cet insecticide, utilisé notamment par les producteurs de betteraves sucrières pour protéger les semences, reconnu dangereux pour les pollinisateurs comme les abeilles. Après des années de négociations, les États membres de l'Organisation des Nations Unies sont parvenus à signer le premier traité de protection de la haute mer en juin. Ce texte vise à protéger les écosystèmes marins et la biodiversité. Et puis, le nombre de rhinocéros est en augmentation en Afrique. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Pastille verte, les grands phénomènes du dérèglement climatique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire Quel climat pour demain et Le climat en sont question, tous deux de Sylvestre Huet, que je remercie pour sa participation à cet épisode, ainsi que Sarah Sermonde-Dadaz. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.